En Ouganda, Bobi Wine a signé à résidence. C'est ce qu'a affirmé son parti ce dimanche au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle. La plateforme de l'unité nationale exige sa libération. C'est une paix précaire qui règne au Darfour. Près de 50 personnes ont perdu la vie en 24 heures dans les affrontements entre tribus rivales dans cette région. Alexei Navalny, le principal opposant russe, est de retour dans son pays. Un comité d'accueil l'attendait à l'aéroport de Moscou. Ses partisans, oui, mais aussi des policiers qui l'ont aussitôt arrêté ce dimanche. C'est là les grands titres à développer au cours de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Bobi Wine a signé à résidence, ce qu'a affirmé son parti ce dimanche au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle. La plateforme de l'unité nationale, la NUP, exige sa libération immédiate. Reportage. Autour de la résidence de Bobi Wine à Kampala, une présence remarquable des forces de l'ordre ougandaises. Selon les déclarations de l'opposant, la police empêcherait toute entrée et sortie de cette résidence. Une assignation à résidence, avait-il crié. Ce dimanche, la plateforme de l'unité nationale confirme l'état de siège de sa maison et exige sa libération et sa reconnaissance en tant que président élu de l'Ouganda. Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de notre chef et sa déclaration immédiate en tant que président de la République dûment élu, car nous savons qu'il a gagné. Nous exigeons également la libération immédiate de tous les membres et dirigeants de notre parti détenus au secret dans divers centres de détention du pays pour leur permettre de retrouver leur famille ou de les faire inculper s'ils ont commis une infraction. Plusieurs autres membres de la plateforme seraient en détention. Leur libération est aussi exigée. Bobi Wine, de son vrai nom, Robert Kyagulanyi, selon les résultats de la commission électorale ougandaise, est arrivé deuxième à l'issue de la présidentielle avec 34,8% des voix. Des chiffres que conteste l'opposition qui pense plutôt que c'est Bobi Wine le vainqueur face au président sortant Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Et justement, les Ougandais sont désormais situés sur les résultats de la dernière présidentielle. La commission électorale les a proclamés ce week-end et donne le président sortant Yoweri Museveni vainqueur avec plus de 58% des voix, des résultats aussitôt contestés par l'opposition. Pour une 6e fois, Yoweri Museveni est reconduit à la tête de l'Ouganda, du moins selon les résultats de la commission électorale. Le candidat Yoweri Museveni Tibuharamwa Kaguta, ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections et les votes exprimés en sa faveur, étant supérieur à 50% des suffrages valablement exprimés aux élections. La commission électorale déclare Yoweri Museveni Tibuharamwa Kaguta élu président de la République de l'Ouganda à l'élection présidentielle du 14 janvier 2021. Ce dimanche, l'opposition, notamment le parti de Bobi Wine, est montée au créneau pour contester ces résultats. Elle parle de fraude. Nous sommes ici pour informer le pays que le NUP rejette les résultats annoncés des élections présidentielles. Les résultats annoncés hier par la commission électorale n'ont aucun rapport avec l'élection présidentielle à laquelle nous avons participé en tant que parti. Nous les rejetons donc et demandons aux membres du NUP et à tous les Ougandais de les rejeter. Le président sortant déclaré élu parle, lui, de cette élection comme étant la plus crédible organisée depuis 1962 et invite à éviter la violence. Je remercie donc le peuple ougandais et je vous félicite d'être venus en grand nombre et d'avoir voté pour les candidats et pour les partis de votre choix. Je pense que cela pourrait s'avérer être l'élection la plus sans triche depuis 1962. I think this may turn out to be the most cheating-free election since 1962.
C'est une paix précaire qui règne au Darfour. Là, nous sommes au Soudan. Près de 50 personnes ont perdu la vie en 24 heures dans des affrontements entre tribus rivales dans cette région du pays. Reportage. Ces violences sont également les plus meurtrières depuis la fin, le 31 décembre, de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour. Un retrait qui avait vivement fait craindre une escalade aux habitants de cette vaste région. Selon un nouveau bilan publié dimanche par l'agence officielle soudanaise SUNA, les violences depuis samedi dans la capitale du Darfour Ouest ont fait 48 morts et 97 blessés. Et ils se poursuivent, a-t-elle ajouté. Les heurts ont éclaté entre la tribu Al-Masalit et les nomades arabes. Des milices armées favorables aux nomades arabes ont ensuite attaqué El Geneina et plusieurs maisons ont été incendiées selon des témoins. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a envoyé une délégation de haut rang au Darfour Ouest pour tenter de rétablir l'ordre. Le Darfour connaît une recrudescence d'affrontements tribaux qui ont fait 15 morts et des dizaines de blessés fin décembre, soit quelques jours avant la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine, une opération de 13 ans. Le retrait progressif des troupes de cette mission, censée commencer en janvier 2021, sera étalé sur 6 mois. Et le gouvernement soudanais prend ainsi la responsabilité de la protection des populations de la région. Au Nigeria, cette fois, l'armée continue de faire face aux attaques de groupes djihadistes. Des hommes affiliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont pris le contrôle de la base militaire de Marte dans le nord-est du pays. Information rapportée par des sources militaires. De nombreux combattants sont arrivés à bord de camions militarisés et ont attaqué cette base de la région du lac Tchad, dont ils ont toujours le contrôle, selon des sources militaires. Nous avons subi une attaque des terroristes. Ils ont envahi la base de Marte après d'intenses combats, a fait savoir un officier ayant requis l'anonymat. Notre priorité est désormais de reprendre le contrôle de la base et une opération est actuellement en cours. L'armée nigériane a subi de très lourdes pertes ces dernières années face aux combattants d'ISWAP, branche dissidente du groupe Boko Haram qui sème la terreur dans le nord-est du Nigeria depuis plus de 10 ans. Le groupe affilié à l'État islamique a fait sécession de Boko Haram en 2016 et s'est retranché essentiellement dans la zone du lac Tchad, région frontalière et stratégique entre le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. La semaine dernière, des combattants avaient déjà mené une attaque sur la base de Marte, mais celle-ci avait échoué et le commandement de l'armée avait décidé d'un plus important déploiement dans la zone. L'armée nigériane assure avoir repris le contrôle du nord-est du pays malgré la multiplication des attaques. Elle a effectué de nombreux raids sur plusieurs bases djihadistes ces dernières semaines. Le conflit entre les forces armées nigérianes et Boko Haram a fait 35 000 morts et déplacé environ 2 millions de personnes de leur foyer depuis 2009. En Centrafrique, les casques bleus ont repris le contrôle de Bengassou à 750 km de Bangui. La ville est occupée depuis début janvier par les groupes armés qui ont lancé une offensive contre le régime du président Faustin-Archange Touadéra. C'est ce qu'a annoncé l'ONU. Reportage. Depuis le 3 janvier, la ville de Bangassou était occupée par les rebelles suite à une attaque qu'ils ont menée. Vendredi, la MINUSCA avait lancé un ultimatum aux groupes armés, leur enjoignant de quitter sous 3 jours la ville. Éco-favorable, puisqu'en croit à l'organisation onusienne, la ville de Bangassou est sous le contrôle total de la MINUSCA. Les rebelles ont abandonné les positions qu'ils occupaient et ont fui la ville dans la nuit de vendredi à samedi, a déclaré le porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Des incidents impliquant des tentatives de pillage ont eu lieu et la force est intervenue pour y mettre fin. La situation est calme et sous contrôle, a déclaré le porte-parole de la composante militaire de la MINUSCA. Le 17 décembre, les 6 plus puissants des groupes armés qui occupaient les 2 tiers de la Centrafrique, en guerre civile depuis 8 ans, se sont coalisés, puis ont annoncé quelques jours avant les élections présidentielles et législatives, une offensive dans le but d'empêcher la réélection de Faustin-Archange Touadéra. C'est une grande joie, a déclaré l'évêque de Bangassou, à la suite de la reprise de la ville par la MINUSCA. Après 13 jours à dormir à la Belle Étoile, les gens vont pouvoir rentrer chez eux, a-t-il ajouté. Alexei Navalny, le principal opposant russe, est de retour dans son pays. Un comité d'accueil l'attendait à l'aéroport de Moscou. Ses partisans, mais bien sûr aussi des policiers qui l'ont accueilli aussitôt à sa descente. Aussitôt arrivé,
aussitôt arrêté. Alexei Navalny, en quittant Berlin ce dimanche en direction de Moscou, se doutait de son arrestation, mais se disait innocent. Il s'apprêtait à passer le contrôle des passeports quand la police l'a interpellé. Les services pénitentiaires russes avaient averti qu'il n'hésiterait pas à l'arrêter dès son arrivée en Russie, lui reprochant d'avoir violé, alors qu'il se trouvait en Allemagne ces derniers mois, les conditions d'une peine de prison avec sursis dont il a écopé en 2014. Avant son arrivée, la police a procédé à des arrestations parmi une foule de partisans venus accueillir l'opposant. Plusieurs de ses alliés ont été aussi arrêtés à l'aéroport. Les autorités russes avaient mis en garde contre la participation à tout événement public non autorisé organisé à l'aéroport Vnukovo, où se trouvaient quelques 200 partisans d'Alexei Navalny et des unités de la police anti-émeute. Une vidéo diffusée par un média d'opposition montre la police escorter dans le calme plusieurs personnes, dont Lyubov Sobol, figure montante de l'opposition russe, déjà interpellée il y a quelques semaines. Parmi les autres personnes arrêtées figure Ruslan Shavedinov, un collaborateur de Navalny, connu pour avoir été envoyé de force en 2019, effectuer son service militaire obligatoire dans l'Arctique après une perquisition visant l'organisation de l'opposant. Konstantin Kotov est également un militant bien connu de l'opposition russe qui avait été libéré en décembre après avoir purgé une peine sévère d'1 an et demi de prison pour violation répétée des règles d'organisation des manifestations. Le journal d'opposition Novaya Gazeta a également rapporté l'arrestation de sa correspondante à l'aéroport moscovite de Vnukovo, où l'avion avec Alexei Navalny à bord était attendu. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie du programme des SICA. À très bientôt.